Un magnat déchu, une modiste au grand cœur, une nuit qui changera le destin de la bourse de Paris. Mais celui qui a tout perdu, peut-il vraiment tout reconquérir, sans perdre son âme? Paris, 1897. Dans les salons dorés de l'avenue Montaigne, les fortunes se font et se défont au rythme des spéculations boursières. Mais ce soir, un homme autrefois puissant frappe à la porte d'une humble modiste de Montmartre. Il a tout perdu. Elle n'a presque rien. Pourtant, entre ces murs modestes se tramera la plus audacieuse revanche financière que la capitale ait jamais connue. Une histoire où la compassion d'une femme simple déclenchera un séisme dans les cercles les plus fermés de la haute finance parisienne. Installez-vous confortablement et si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. La pluie tambourinait contre les vitres de l'atelier de la rue Lepic, comme une armée de doigts impatients. Amélie Fournier ajusta ses lunettes cerclées d'acier et tira l'aiguille à travers le velours grenat avec une précision née de 15 années de labeur. À 32 ans, elle était devenue une modiste respectée dans ce quartier de Montmartre où les artistes côtoyaient les ouvriers, où les rêves se mêlaient à la suie des cheminées. Son atelier occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble étroit et coincé entre une boulangerie et un marchand de vin. 3 grandes fenêtres donnaient sur la rue pavée, offrant une lumière idéale pour travailler les tissus délicats. Des chapeaux à demi terminés ornaient les étagères en bois sombre, témoins silencieux de son talent. Rubans de soie, plumes d'autruche teintes, fleurs artificielles en mousseline. Chaque élément attendait patiemment d'être transformé en œuvre d'art portable. Ce soir de novembre, la nuit tombait tôt, enveloppant Paris d'un voile d'encre et de brume. Amélie aurait dû fermer boutique depuis longtemps, mais la commande de Madame Beaumont pour le bal de l'Opéra ne souffrait aucun retard. Les clientes de la haute société n'acceptaient pas les excuses, seulement la perfection. Un coup violent à la porte la fit sursauter. L'aiguille glissa piquant son pouce. Une perle de sang apparut. Elle porta instinctivement son doigt à ses lèvres et fronça les sourcils. Qui pouvait bien venir à cette heure? Les livreurs étaient rentrés chez eux et ses quelques amis savaient qu'elle travaillait tard. Le coup résonna à nouveau, plus insistant. Avec un soupir, Amélie posa son ouvrage et se leva, lissant les plis de sa robe de laine grise, simple mais impeccablement coupée. Elle portait toujours une tenue sobre, presque sévère, comme pour compenser l'extravagance des créations qu'elle confectionnait pour autrui. Elle tourna la clé dans la serrure et entr'ouvrit la porte, gardant la chaîne de sécurité en place. Un homme se tenait là, trempé jusqu'aux os. Son manteau noir, autrefois certainement magnifique, pendait lourdement sur ses épaules. Ses cheveux châtains collaient à son front, dégoulinant sur son visage émacié. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent, des yeux gris acier, d'une intensité presque insoutenable, brûlant dans un visage marqué par l'épuisement et quelque chose de plus sombre encore, le désespoir. « Mademoiselle », sa voix était rauque, brisée. « Je vous en supplie, j'ai besoin d'aide. » Amélie hésita. Une femme seule n'ouvrait pas sa porte à un inconnu à la nuit tombée. C'était la règle la plus élémentaire de survie dans une grande ville. Pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme l'empêchait de refermer le battant. Ce n'était pas la menace qu'elle y lisait, mais une détresse si profonde qu'elle en était presque palpable. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la main crispée sur la poignée. « Édouard. Édouard Montclair. » Il vacilla légèrement, s'appuyant contre le chambranle. « Je sais que vous ne me connaissez pas. Je n'ai aucun droit de vous importuner, mais je n'ai plus nulle part où aller. Montclair. » Le nom résonna dans l'esprit d'Amélie comme un écho lointain. Elle avait lu quelque chose dans le journal, il y a quelques semaines. Un scandale financier, un effondrement spectaculaire. Mais les affaires de la bourse lui semblaient appartenir à un autre monde, aussi éloigné des préoccupations de Montmartre que les palais de Versailles. « Vous êtes malade ?» s'enquit-elle, remarquant sa pâleur cadavérique
Épuisé seulement, j'ai marché toute la journée, j'avais des appartements avenue Hoche, on m'en a chassé ce matin, mes comptes sont saisis, mes biens confisqués. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Il y a 3 mois, je possédais 6 millions de francs. Aujourd'hui, je ne possède même plus de quoi m'offrir un lit dans une pension de 3e ordre. Amélie aurait dû avoir peur. Cet homme était un étranger, un homme ruiné qui n'avait plus rien à perdre, mais ce qu'elle voyait devant elle n'était pas un criminel ou un fou, c'était un être humain brisé, debout, au bord du gouffre. Elle prit une décision qui changerait le cours de leurs 2 existences. « Entrez !» dit-elle simplement, ôtant la chaîne. Édouard Montclair franchit le seuil en chancelant. L'eau de pluie formait des flaques sur le parquet ciré. Il s'arrêta au milieu de l'atelier, contemplant les chapeaux, les tissus, les rubans comme s'il découvrait un univers totalement inconnu. « Asseyez-vous » ordonna Amélie en désignant le fauteuil près du poêle en fonte. « Vous allez attraper la mort. » Elle s'affaira, alimentant le feu, suspendant le manteau trempé sur un cintre, apportant une couverture en laine qu'elle gardait pour les soirées les plus froides. Édouard la regardait faire, incapable de parler, comme si la simple gentillesse de ses gestes le paralysait. « Vous avez faim » demanda-t-elle. Il hocha la tête, une rougeur embarrassée envahissant ses joues creuses. Amélie disparut dans l'arrière-boutique qui lui servait de logement et revint avec un bol de soupe aux légumes, du pain et du fromage. Ce n'était pas un festin, mais c'était tout ce qu'elle avait. Édouard mangea lentement d'abord, puis avec une voracité qui trahissait combien de repas il avait manqué. Amélie s'assit en face de lui, les mains jointes sur ses genoux, observant cet homme mystérieux que le destin avait jeté sur son seuil. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» finit-elle par demander. « Vous ne me connaissiez pas. J'ai frappé à 20 portes avant la vôtre, avoua-t-il, après avoir avalé la dernière bouchée. Toutes se sont fermées. Soit les gens me reconnaissaient et ne voulaient rien avoir à faire avec moi, soit ils avaient peur. Vous êtes la seule. » Sa voix se brisa. « La seule à avoir ouvert. » « Racontez-moi ce qui s'est passé, » dit doucement Amélie. Et il raconta. Les mots s'écoulèrent de lui comme un fleuve, longtemps contenu. Édouard Montclair avait bâti sa fortune sur le marché des obligations ferroviaires et des actions minières. À 38 ans, il était considéré comme l'un des financiers les plus brillants de Paris. Il possédait un hôtel particulier, des chevaux de race, une collection d'œuvres d'art. Il était invité dans tous les salons, courtisé par les familles nobles désireuses de redorer leur blason avec de l'argent frais. Mais il avait commis une erreur, une seule. Il avait fait confiance à Augustin de Valmont, un aristocrate sans scrupules qui dirigeait la compagnie des mines d'argent du Pérou. Valmont lui avait montré des rapports falsifiés, des projections mensongères. Édouard avait investi massivement, entraînant avec lui des dizaines d'autres investisseurs qui lui faisaient confiance. Quand la vérité avait éclaté, que les mines n'existaient pratiquement pas, que tout n'était qu'une gigantesque escroquerie, l'effondrement avait été brutal. Les actions étaient devenues sans valeur du jour au lendemain. Des fortunes s'étaient volatilisées. Et Édouard, malgré son innocence, était devenu le bouc émissaire. On l'accusait de complicité, d'incompétence, de trahison. « Valmont a disparu », continua Édouard les poings serrés. « Avec l'argent, on dit qu'il est en Amérique du Sud, vivant comme un prince, tandis que ceux qu'il a ruinés se suicident ou sombrent dans la misère. Et moi, on m'a tout pris. Mes biens ont été saisis pour indemniser les créanciers. Mes anciens associés refusent de me recevoir. Mes soi-disant amis traversent la rue quand ils m'aperçoivent. « Et vous n'avez vraiment plus rien ?» demanda Amélie. « Rien que mes vêtements. Et même ceux-là sont presque en haillons maintenant. » Il la regarda intensément. « Pourquoi faites-vous cela? Vous ne me devez rien. » Amélie réfléchit longuement avant de répondre. « Mon père était tailleur, » dit-elle finalement, « un excellent artisan. Mais il a eu un accident il y a 10 ans. Il ne pouvait plus travailler. Les créanciers ont tout saisi. L'atelier, les machines, même les outils qu'il avait hérités de son propre père. Nous nous sommes retrouvés à la rue, du jour au lendemain. Que s'est-il passé? Un voisin nous a recueillis.
Monsieur Bertrand, un cordonnier. Il nous a donné une chambre. Il nous a nourris pendant des mois sans rien demander en retour. Il disait que c'était simplement ce qu'on devait faire. S'entraider. Les yeux d'Amélie brillèrent. Mon père est mort l'année suivante, mais grâce à Monsieur Bertrand, il est mort dans un lit, au chaud, entouré d'affection. Et j'ai pu apprendre la modisterie avec une de ses connaissances. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à la bonté d'un homme qui n'était pas obligé de nous aider. Édouard ferma les yeux. Vous perpétuez sa générosité. J'essaie. Elle se leva. Vous pouvez dormir ici cette nuit. J'ai un lit de camp dans l'arrière-boutique. Ce n'est pas luxueux, mais c'est mieux que la rue. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas encore, dit Amélie avec un petit sourire. Demain, nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous remettre sur pied, mais pour l'instant, dormez. Cette nuit-là, alors qu'Édouard Montclair s'endormait enfin, épuisé, dans le petit refuge que lui avait offert une inconnue, Amélie resta éveillée longtemps. Elle ne savait pas encore qu'elle venait d'accueillir sous son toit un homme qui possédait le génie financier le plus redoutable de sa génération. Un homme qui, une fois relevé, déclencherait un séisme dans la bourse de Paris. Mais, en cet instant, tout ce qu'elle voyait était un être humain qui avait besoin d'aide. Et pour Amélie Fournier, fille de tailleur de Montmartre, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les volets. Quelque part dans la nuit parisienne, Augustin de Valmont dormait sans doute dans des draps de soie, ignorant que l'homme qui l'avait détruit était encore debout, ignorant que le destin, parfois, offrait une seconde chance à ceux qui savaient la saisir. Et cette seconde chance venait de commencer dans un modeste atelier de la rue Le Pic, entre des chapeaux inachevés et des rubans de velours, grâce à une femme qui avait osé ouvrir sa porte. Les premières semaines furent étranges. Amélie avait installé Édouard dans l'arrière-boutique, lui cédant le lit de camp, tandis qu'elle dormait sur un matelas improvisé dans un coin de l'atelier. Elle partait tôt le matin acheter du tissu aux halles ou livrer des commandes. Et quand elle revenait, elle trouvait l'atelier impeccablement rangé, le poêle alimenté, parfois même un thé chaud qui l'attendait. Édouard ne parlait pas beaucoup. Il semblait encore sous le choc de sa chute, perdu dans des pensées sombres. Mais peu à peu, Amélie remarqua qu'il observait tout avec une attention presque inquiétante. Il regardait comment elle négociait avec les fournisseurs, comment elle gérait ses comptes, comment elle organisait son temps entre la création et les aspects commerciaux de son entreprise. Un matin de décembre, alors que le givre dessinait des arabesques sur les vitres, Amélie découvrit Édouard penché sur son registre de compte, une plume à la main. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, surprise. Il leva les yeux, presque coupable. « Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû fouiller dans vos affaires, mais j'avais besoin de m'occuper l'esprit. Les chiffres ont toujours été mon refuge. » Amélie s'approcha et jeta un coup d'œil au registre. Édouard avait réorganisé toutes ses entrées et sorties, créant des colonnes qu'elle n'avait jamais pensé à établir. Il avait calculé ses marges avec une précision mathématique, identifié quel chapeau lui rapportait le plus, quel tissu représentait un coût excessif. « Vous perdez de l'argent sur vos créations en plumes », dit-il simplement. Les plumes d'autruche que vous achetez chez Madame Leroux coûtent 30% plus cher que chez d'autres fournisseurs. Et vos clientes ne font pas la différence. Elles paient pour votre talent de composition, pas pour la provenance des matériaux. Amélie se sentit vaguement offensée. Madame Leroux est une fournisseuse fiable. Elle me livre toujours à temps. Mais elle vous ruine à petit feu, insista Édouard. Regardez, en changeant simplement de fournisseur pour les plumes et en augmentant vos prix de 5%, ce que vos clientes accepteront sans broncher étant donné votre réputation. Vous pourriez doubler vos bénéfices en 6 mois. Amélie croisa les bras. Je ne suis pas une spéculatrice de la bourse, monsieur Montclair. Je suis une artisan. Et c'est précisément pour cela que vous avez besoin de quelqu'un qui comprenne les chiffres. Répliqua-t-il avec une passion soudaine dans la voix. Vous avez un talent extraordinaire. Vos créations sont magnifiques, mais vous vous épuisez pour des profits ridicules.
Laissez-moi vous aider, c'est la seule chose que je sais encore faire. » Il y eut un long silence. Amélie étudia cet homme qui, quelques semaines plus tôt, était un magnate de la finance et qui maintenant lui proposait de gérer les comptes d'une modeste modiste de Montmartre. L'ironie de la situation aurait pu être comique si elle n'avait pas été si tragique. « D'accord, » dit-elle finalement, « montrez-moi ce que vous avez en tête. » Ce fut le début d'une transformation. Édouard se jeta dans la gestion de l'atelier avec une énergie qu'Amélie n'aurait jamais soupçonnée. Il renégociait les prix avec les fournisseurs, utilisant son ancienne autorité naturelle pour obtenir des remises. Il réorganisa l'espace de travail pour optimiser la production. Il suggéra même de créer une gamme de chapeaux moins élaborés, plus abordables, pour toucher une clientèle plus large. « Vous visez uniquement la haute société », expliqua-t-il un soir, devant une tasse de chicorée. Mais il existe toute une classe de femmes qui aspirent à l'élégance sans en avoir les moyens. Les employés de bureau, les institutrices, les femmes de commerçants aisés, elles représentent un marché immense que personne n'exploite vraiment. Amélie était sceptique. Les modistes qui s'aventurent dans le bas de gamme perdent leur réputation. « Pas si vous créez une seconde marque, » répliqua Édouard, les yeux brillants. « Gardez votre nom pour les créations de luxe, mais lancez une ligne parallèle, disons les chapeaux de la butte, avec des modèles simples mais élégants, à des prix accessibles. Deux activités distinctes, deux images distinctes. Cela demanderait de l'argent, je devrais embaucher une aide. J'ai calculé. Avec les économies que nous avons déjà réalisées et un petit crédit auprès de votre banquier, c'est faisable et rentable en moins de 4 mois. » Amélie le regarda longuement. « Vous aimez cela, n'est-ce pas? Construire, planifier, calculer. » Un sourire mélancolique étira les lèvres d'Édouard. « C'est la seule chose qui me fait encore sentir vivant. Quand je travaille sur ces chiffres, je ne pense pas à tout ce que j'ai perdu, aux gens que j'ai déçus. » « Vous n'avez rien fait de mal, » dit doucement Amélie. « Vous avez été trompé. L'intention compte peu quand le résultat est la ruine de dizaines de familles. » Sa mâchoire se crispa. « Mais peut-être qu'en vous aidant à bâtir quelque chose de solide, je peux commencer à racheter mes erreurs. » Touchée par sa sincérité, Amélie prit sa décision. « Faisons-le. Lancez votre projet. » Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Amélie embaucha une jeune apprentie, Marie, une fille vive de 17 ans qui se révéla avoir des doigts de fée. Édouard négocia un local adjacent, une ancienne échoppe de cordonnier abandonnée, pour y installer l'atelier de la nouvelle ligne. Il créa des contrats, établit des partenariats avec des boutiques de quartiers populaires. Et la magie opéra. Les chapeaux de la butte connurent un succès immédiat. Les femmes se précipitaient pour acquérir ces modèles élégants à des prix raisonnables. Les bénéfices commencèrent à affluer, d'abord en filets, puis en ruisseaux, puis en fleuves. Mais ce qui transformait vraiment Amélie n'était pas l'argent. C'était de voir Édouard reprendre vie. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat. Ses épaules se redressaient. Il souriait parfois. Un vrai sourire qui illuminait son visage émacié. Et quand leurs regards se croisaient par-dessus les registres de comptes, Amélie sentait quelque chose d'étrange se nouer dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti auparavant. Un soir de mars, alors que le printemps faisait éclore les premiers bourgeons sur les arbres de Montmartre, Édouard posa sa plume et la regarda avec une intensité nouvelle. « Amélie », c'était la première fois qu'il utilisait son prénom. « Je voudrais vous dire quelque chose. » Elle leva les yeux de son ouvrage, le cœur soudain battant. « Quand je suis arrivé ici, j'étais un homme mort, » continua-t-il. « Je marchais, je respirais, mais j'étais mort à l'intérieur. Vous m'avez redonné non seulement un toit, mais une raison d'exister. Et maintenant, chaque matin, je me réveille avec une sensation que je croyais avoir perdue à jamais, l'espoir. » Amélie sentit ses joues s'empourprer. « Vous avez reconstruit tout cela par vous-même. Je n'ai fait que vous ouvrir une porte. » « Non. » Il se leva et s'approcha d'elle.
Vous m'avez montré qu'il existait encore de la bonté dans ce monde, que la valeur d'un homme ne se mesure pas à sa fortune, mais à ses actes. Vous. Il s'interrompit brusquement. Un coup violent retentit à la porte, puis un autre, et soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. 3 hommes en manteau sombre firent irruption dans l'atelier. À leur tête se tenait un individu d'une 50aine d'années, aux traits patriciens et au regard glacial, Augustin de Valmont. « Montclair, dit-il d'une voix où suintait le mépris, on m'a dit que tu te cachais dans ce taudis. Je ne voulais pas le croire. » Édouard s'était figé, le visage soudain livide. « Valmont !» Quelle chute spectaculaire, m'en poursuivit l'aristocrate en promenant un regard dégoûté sur l'atelier. Du cercle des millionnaires au jupon d'une petite modiste de quartier, comment sont tombés les puissants? Sortez d'ici. Dit Amélie d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. Valmont la toisa avec un sourire cruel. Et voilà ta protectrice, à ce qu'il paraît. Touchant. Dis-moi, ma chère, sais-tu que ton locataire est responsable de la ruine de centaines de familles? Vous mentez, rétorqua Amélie. C'est vous qui avez tout orchestré, vous qui avez volé. N'ai rien volé du tout, l'interrompit Valmont. J'ai simplement fait des affaires. C'est Montclair qui a convaincu tous ces imbéciles d'investir. Sa signature était sur tous les documents, pas la mienne. Édouard serra les poings. Tu as falsifié les rapports. Tu as créé une entreprise fantôme. Prouve-le. Le sourire de Valmont s'élargit. Tu n'as aucune preuve. Et même si tu en avais, qui te croirait? Tu es un paria, Montclair, un homme fini, tandis que moi. Il lissa les revers de son manteau impeccable. Je continue à prospérer. Pourquoi êtes-vous venu? Demanda Amélie. Pour vous moquer? Pour savourer votre victoire? Oh, ma chère, ma victoire est totale depuis longtemps, répondit Valmont. Non, je suis venu avertir Montclair. J'ai entendu dire qu'il tentait de se refaire une réputation en jouant les comptables chez les petits artisans. Je voulais m'assurer qu'il comprenne bien que je ne permettrai jamais qu'il retrouve une once de respectabilité. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, je serai là pour rappeler à tous qui il est vraiment. Un raté, un incompétent. Vous avez peur, dit soudain Édouard, et quelque chose dans sa voix avait changé. Une force nouvelle y perçait. Vous avez peur que je découvre comment vous avez réellement opéré, que je trouve les preuves qui vous enverront en prison. Tu ne trouveras rien, cracha Valmont, mais une lueur d'inquiétude passa furtivement dans son regard. Et tu n'es plus rien, tu comprends? Plus rien. Sur ces mots, il tourna les talons, ses 2 acolytes sur ses pas. La porte claqua derrière eux, laissant un silence pesant. Amélie se précipita vers Édouard. Il tremblait de rage contenue, les mains crispées sur le dossier d'une chaise. « Ce n'est rien !» murmura-t-elle en posant doucement une main sur son bras. « Ce n'est qu'un homme misérable qui... » « Il a raison, » l'interrompit Édouard d'une voix sourde. « Je ne suis rien. Comment pourrais-je jamais prouver son implication? Comment pourrais-je me réhabiliter alors que lui contrôle tout? Vous n'êtes pas rien, » dit fermement Amélie. « Regardez ce que nous avons construit ensemble. Regardez comment l'atelier prospère. Vous avez un génie pour les affaires, Édouard, un vrai génie. » Il la regarda, et dans ses yeux gris, elle vit une tempête se former. « Alors, utilisons ce génie, » dit-il lentement. « Utilisons-le pour détruire Valmont comme il m'a détruit. » Comment? Un sourire étrange, presque effrayant, apparut sur les lèvres d'Édouard. En jouant à son propre jeu, la bourse, mais cette fois, je jouerai avec les règles que lui a oubliées. L'honnêteté et la stratégie véritable. Amélie sentit un frisson la parcourir. Elle venait de voir quelque chose s'éveiller en Édouard Montclair, quelque chose de redoutable, une détermination d'acier trempée dans le feu de l'humiliation et forgée par la rage froide de la vengeance. La guerre venait de commencer, et elle aurait pour champ de bataille les salles dorées et impitoyables de la Bourse de Paris. Les semaines qui suivirent virent une transformation complète de leur existence. Édouard, animé par une détermination nouvelle, passa ses journées à étudier le marché, à lire chaque journal financier, à analyser chaque mouvement de la bourse.
Il ne dormait presque plus, travaillant tard dans la nuit à la lueur d'une lampe à pétrole, noircissant des pages et des pages de calculs, de projections, de stratégie. Amélie le regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle voyait l'homme brillant qu'il avait été refaire surface, mais elle voyait aussi l'obsession qui le consumait. Une obsession qui avait un nom et un visage, Augustin de Valmont. « Vous devez vous reposer », lui dit-elle un soir, lui apportant un bol de soupe qu'il avait à peine touché depuis le matin. « Je n'ai pas le temps de me reposer », répliqua-t-il sans lever les yeux de ses papiers. Valmont contrôle la compagnie des chemins de fer du Midi et possède des parts dans au moins 15 autres entreprises. Il manipule les cours, crée des bulles artificielles, ruine ses concurrents. Mais chaque système a une faille, Amélie, chaque empire a son point faible. Et vous pensez avoir trouvé le sien ? Édouard leva enfin les yeux et ce qu'elle y vit la fit frissonner. Une lueur de triomphe sauvage. Oui, Valmont est cupide, démesurément cupide, et la cupidité rend aveugle. Il est tellement sûr de sa position qu'il est devenu négligent. Il étala une carte de France sur la table, marquée d'annotations complexes. La compagnie des chemins de fer du Midi a annoncé un nouveau projet, une ligne ferroviaire entre Toulouse et Bordeaux. Le cours de l'action a bondi. Tous les investisseurs se sont précipités. C'est le nouveau miracle promis par Valmont. Et ce n'en est pas un ? Oh, la ligne sera construite, dit Édouard, mais j'ai étudié les contrats publics, les appels d'offres, les coûts de construction. Le projet va dépasser le budget d'au moins 50%. La compagnie n'a pas les réserves nécessaires. Dans 6 mois, maximum 1 an, elle devra annoncer des pertes catastrophiques. Les actions vaudront moins que le papier sur lequel elles sont imprimées. Comment pouvez-vous en être certain ? Parce que j'ai fait le même type d'analyse pendant 15 ans avant ma chute. Je sais lire entre les lignes des rapports financiers, détecter les mensonges cachés dans les chiffres. Il se pencha vers elle, intense. Voilà mon plan. Nous allons vendre à découvert les actions de la compagnie des chemins de fer du Midi. Amélie fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Vendre à découvert signifie emprunter des actions, les vendre immédiatement au prix actuel et s'engager à les racheter plus tard pour les rendre. Si le cours baisse entre-temps, on réalise un bénéfice. C'est un pari sur l'effondrement. Mais c'est risqué, non ? Extrêmement, admit Édouard. Si les actions montent au lieu de baisser, on perd tout. Mais j'ai confiance en mon analyse. Cette entreprise est vouée à l'échec. Et quand elle s'effondrera, Valmont perdra une partie considérable de sa fortune. Ce sera le début de sa chute. Amélie se mordit la lèvre. Combien d'argent faudrait-il pour mettre ce plan à exécution ? Tout ce que nous avons gagné avec les ateliers, plus un crédit important. Édouard. Elle hésita. C'est notre sécurité. Si vous vous trompez, je ne me trompe pas. Son regard brûlait d'une certitude absolue. Mais je comprends vos craintes. C'est votre argent, Amélie. Vous avez travaillé dur pour le gagner. Je n'ai aucun droit de vous demander de tout risquer sur ma parole. Un long silence tomba. Dehors, les cloches de Montmartre sonnaient 9 heures du soir. Amélie regarda cet homme qui avait transformé son existence, qui lui avait appris à voir son entreprise différemment, qui l'avait fait prospérer au-delà de ses rêves les plus fous. Mais plus que cela. Elle regarda l'homme qu'elle avait appris à connaître dans l'intimité de leurs soirées partagées, de leurs conversations nocturnes, l'homme dont le rire rare illuminait ses journées, l'homme dont la présence silencieuse la réconfortait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. « Je vous fais confiance », dit-elle simplement. « Faites ce que vous devez faire. » Édouard ferma les yeux un instant, comme submergé par l'émotion. « Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. Je vous jure que je ne vous décevrai pas. Je sais, » elle sourit doucement. « Maintenant, mangez votre soupe avant qu'elle ne refroidisse complètement. Même les génies de la finance ont besoin de se nourrir. » Les jours suivants furent un ballet complexe de négociations et de préparatifs. Édouard, utilisant les contacts qu'il avait conservés dans le milieu financier, ceux qui n'avaient pas complètement tourné le dos à leurs anciens collègues, organisa discrètement la vente à découvert.
Il fallait agir dans l'ombre, éviter que Valmont ne soupçonne quoi que ce soit. Amélie, de son côté, continuait à gérer les ateliers, mais son esprit était ailleurs. Elle se surprenait à penser constamment à Édouard, à s'inquiéter pour lui, à guetter le moment de son retour chaque soir, et quand il franchissait le seuil, couvert de la poussière de Paris, les yeux fatigués mais déterminés, son cœur faisait un bond étrange dans sa poitrine. Un soir, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans l'atelier désormais silencieux, leurs mains se frôlèrent par accident. Tous deux se figèrent. Le temps sembla suspendre son cours. Lentement, très lentement, Édouard entrelaça ses doigts aux siens. « Amélie, murmura-t-il, si j'avais su qu'il existait quelqu'un comme vous dans ce monde, j'aurais quitté la bourse bien avant ma chute. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ne dites pas cela. Tout ce que vous avez vécu vous a mené ici, jusqu'à moi. Croyez-vous au destin ? Je crois que parfois, les catastrophes nous conduisent là où nous aurions toujours dû être. » Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser d'une douceur infinie. « Quand tout ceci sera terminé, quand j'aurai retrouvé mon nom, ma réputation, puis-je espérer que vous accepteriez de... » « Oui, » l'interrompit-elle, le cœur battant la chamade. « Quelle que soit la question, la réponse est oui. » Ils restèrent ainsi, mains enlacées, dans la lumière dorée de la lampe. Deux âmes brisées qui s'étaient trouvées et recollées. Le monde extérieur avec ses intrigues et ses vengeances semblait soudain très loin. Mais le monde extérieur ne les oublierait pas. 2 jours plus tard, tout bascula. Édouard rentra précipitamment, le visage livide, agitant un journal. « Regardez, regardez ça !» Le titre s'étalait en gros caractères. La compagnie des chemins de fer du Midi annonce des difficultés financières majeures. Le cours s'effondre. Déjà, Amélie écarquilla les yeux. Vous aviez dit 6 mois. Quelqu'un d'autre a découvert la vérité avant moi, dit Édouard fébrile. Ou peut-être qu'un rapport interne a fuité, peu importe, le cours est en chute libre. Nous devons racheter les actions immédiatement pour réaliser notre profit. Il se précipita vers la porte puis se retourna. Je reviens dans quelques heures, si tout se passe bien. Amélie, si tout se passe bien, nous aurons multiplié notre mise par 10. Il disparut dans la nuit parisienne, la laissant seule avec son angoisse et son espoir entremêlés. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. Minuit passa, 1 heure du matin, 2 heures. Quand Édouard franchit enfin le seuil, Amélie se leva d'un bond, le cœur dans la gorge. Son visage était indéchiffrable. « Alors ?» souffla-t-elle. Un sourire immense, incrédule, illumina le visage d'Édouard. « Nous avons gagné. Mon Dieu, Amélie, nous avons gagné. Le profit est même supérieur à mes prévisions. Nous avons maintenant de quoi tout faire. Tout. » Elle se jeta dans ses bras, riant et pleurant à la fois. Il la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il. « Valmont ne sait pas encore que je suis derrière cette opération, mais il va le découvrir, et quand il le fera, la vraie bataille commencera. » Amélie leva les yeux vers lui. « Je serai à vos côtés, quoi qu'il arrive. »« Je sais, » dit-il en caressant doucement sa joue. « C'est pour cela que je ne peux pas perdre, parce que je ne me bats plus seulement pour moi. Je me bats pour nous. » Dans l'ombre de leur victoire se dessinait la certitude d'une confrontation à venir. Augustin de Valmont n'était pas homme à accepter la défaite. Et maintenant qu'Édouard Montclerc avait remporté sa première bataille, la guerre allait s'intensifier de manière impitoyable. Mais pour l'instant, dans la chaleur de l'atelier, 2 cœurs battaient à l'unisson, unis par quelque chose de plus fort que l'argent ou la vengeance, quelque chose qui ressemblait étrangement à l'amour. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un like pour nous encourager. Votre soutien compte énormément. La nouvelle de l'effondrement de la compagnie des chemins de fer du Midi secoua Paris comme un tremblement de terre financier. Les journaux se délectaient du scandale, les salons bruissaient de rumeurs, et surtout, un nom revenait sur toutes les lèvres. Qui avait eu l'audace et la perspicacité de parier contre l'une des entreprises phares d'Augustin de Valmont?
Il ne fallut pas longtemps à Valmont pour découvrir la vérité. Et quand il l'apprit, sa rage fut terrible. Édouard était chez le notaire, réglant les derniers détails administratifs de leur spectaculaire gain, quand un messager apporta une lettre à l'atelier. Amélie reconnut immédiatement le papier épais, le sceau arrogant. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. Les mots étaient brefs, cinglants. « Vous croyez avoir gagné? Vous ne comprenez rien. Je vais vous écraser tous les deux comme des insectes. Vous regretterez le jour où vous avez osé me défier. Ave. » Amélie sentit un frisson glacé la parcourir. Ce n'était pas une menace vaine. Valmont était un homme puissant, cruel, habitué à obtenir ce qu'il voulait par tous les moyens. Quand Édouard rentra, elle lui tendit la lettre sans un mot. Il la lut, puis la froissa lentement dans son poing. « Qu'il essaie, dit-il d'une voix dure. Je ne suis plus l'homme vulnérable qu'il a détruit il y a 1 an. Cette fois, je suis prêt. Que va-t-il faire? À votre avis, il va attaquer sur tous les fronts. Il va essayer de ruiner votre réputation, de faire fermer les ateliers, de nous isoler financièrement. » Édouard se mit à faire les 100 pas. Mais il a fait une erreur majeure. Laquelle? Il m'a sous-estimé. Il pensait que j'étais fini, brisé, incapable de me relever. Il ne s'attendait pas à ce que je revienne avec une stratégie, avec des alliés. Il s'arrêta et la regarda intensément. « Amélie, je dois vous demander quelque chose de difficile. Je vous écoute. Je vais devoir entrer dans son monde, retourner dans les cercles financiers, me montrer publiquement, réaffirmer ma présence. Cela va créer un scandale. Les gens vont parler. Ils vont dire des choses horribles sur moi, sur nous. Êtes-vous prête à affronter cela ?» Amélie prit une profonde inspiration. Elle pensa à sa vie tranquille d'avant, à son atelier paisible, à ses journées prévisibles. Puis, elle regarda l'homme debout devant elle, cet homme qui l'avait transformée, qui lui avait montré qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Je suis prête, dit-elle fermement, mais à une condition. »« Laquelle ? Que vous me laissiez me battre à vos côtés, pas comme une spectatrice, mais comme une partenaire à part entière. » Un sourire fier illumina le visage d'Édouard. « Je n'aurais jamais osé espérer moins de vous. » Les semaines suivantes furent une tempête. Valmont, fidèle à sa menace, déclencha une campagne de dénigrement systématique. Des articles venimeux apparurent dans la presse, accusant Édouard de manipulation frauduleuse, insinuant qu'il avait utilisé des informations confidentielles pour réaliser son coup. On parlait même d'une liaison scandaleuse entre le financier déchu et une modiste de Montmartre, comme si leur relation était quelque chose de honteux. Des clientes d'Amélie annulèrent leurs commandes. Des fournisseurs refusèrent soudain de lui vendre leurs marchandises. Une nuit, quelqu'un brisa les vitrines de l'atelier. Le message était clair, abandonnez ou périssez. Mais ils tinrent bon. Édouard, utilisant sa nouvelle fortune avec une habileté chirurgicale, commença à acheter discrètement des parts dans diverses entreprises où Valmont avait des intérêts. Il ne cherchait pas le contrôle, pas encore. Il cherchait l'influence. Un siège au conseil d'administration ici, un droit de vote stratégique là. « Il va falloir être patient », expliqua-t-il à Amélie lors d'une de leurs soirées de stratégie devenues rituelles. Valmont s'est construit un empire sur des fondations pourries. Il faut identifier chaque pierre branlante, chaque fissure cachée, et puis, au moment précis, frapper. Combien de temps ? Des mois, peut-être 1 an. Amélie hocha la tête. Elle avait appris la patience en cousant des milliers de points minuscules. Elle pouvait l'appliquer à cette guerre financière. Mais Valmont ne restait pas inactif. Un matin de juillet, alors que Paris suffoquait sous une chaleur accablante, un huissier se présenta à l'atelier. Il apportait une assignation en justice. Augustin de Valmont poursuivait Édouard Monclerc pour diffamation, manipulation de marché et enrichissement illicite. « C'est absurde !» s'exclama Amélie après avoir lu le document. « Il n'y a aucune preuve. »« Il n'en a pas besoin, » répondit calmement Édouard. « Il veut me traîner devant les tribunaux.
M'humilier publiquement, me ruiner en frais d'avocat, c'est une tactique d'épuisement. Alors, que faisons-nous? Édouard sourit, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Nous acceptons le combat, mais sur notre terrain. Il engagea le meilleur avocat de Paris, maître Lucien Beaufort, un homme réputé pour son intelligence acérée et son intégrité sans faille. Ensemble, ils préparèrent une défense qui non seulement réfuterait les accusations de Valmont, mais retournerait l'attaque contre lui. Le procès débuta en septembre, attirant une foule immense. Tout Paris voulait assister à cet affrontement entre deux titans de la finance. Amélie était présente chaque jour, assise au premier rang, une présence silencieuse mais indéfectible. Les premiers jours furent difficiles. L'avocat de Valmont, un homme retors nommé Germain Leclerc, présenta un tableau accablant d'Édouard. Un spéculateur cynique, un homme qui avait déjà ruiné des centaines de personnes et qui récidivait sans scrupule. Mais quand vint le tour de maître Beaufort de présenter sa défense, tout changea. Avec une méticulosité implacable, il démonta chaque accusation. Il présenta des documents prouvant que toutes les transactions d'Édouard étaient parfaitement légales. Il convoqua des témoins, d'anciens collaborateurs, des banquiers, des comptables, qui attestèrent de son honnêteté professionnelle. Et puis, au moment culminant du procès, maître Beaufort joua sa carte maîtresse. Il présenta une série de documents obtenus de sources mystérieuses. En réalité, grâce au réseau discret qu'Édouard avait patiemment reconstitué. Démontrant que Valmont lui-même avait systématiquement manipulé les cours, créé des sociétés écrans, détourné des fonds. Le scandale éclata, la salle d'audience s'embrasa, Valmont, livide, hurla que ces documents étaient des faux, mais les experts convoqués confirmèrent leur authenticité. Le juge, un homme âgé au regard sévère, réclama un ajournement pour examiner ces nouvelles preuves. Mais le mal était fait. La réputation de Valmont venait de subir un coup terrible. À la sortie du tribunal, Édouard et Amélie furent assaillis par une nuée de journalistes. Les questions fusaient de toutes parts. Édouard répondit avec calme et dignité, expliquant qu'il ne cherchait que justice, que la vérité devait triompher. Ce soir-là, dans l'intimité de l'atelier, Amélie et Édouard s'autorisèrent enfin un moment de relâchement. La tension des dernières semaines les avait épuisés tous les deux. « Vous avez été magnifique aujourd'hui », dit Amélie en lui tendant une tasse de thé. « C'est maître Beaufort qui a été magnifique », corrigea Édouard. « Mais oui, nous avons marqué un point décisif. Valmont va-t-il abandonner ? Jamais. » Édouard secoua la tête. « Des hommes comme lui ne renoncent jamais. Ils préfèrent tout détruire autour d'eux plutôt que d'admettre la défaite. » Alors, que va-t-il se passer? Il va devenir dangereux, vraiment dangereux. Il prit la main d'Amélie. Je ne veux pas que vous soyez mêlés à cela. Peut-être devriez-vous partir quelque temps, aller chez de la famille. Jamais, l'interrompit-elle avec fermeté. Je reste. Nous avons commencé cela ensemble. Nous le finirons ensemble. Édouard la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je ne mérite pas votre loyauté. Je ne mérite pas votre amour. C'est à moi d'en décider, répliqua-t-elle doucement, et j'ai décidé il y a longtemps déjà. Il l'attira contre lui, et pour la première fois, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui contenait toute la peur, tout l'espoir, toute la tendresse accumulée pendant ces mois de lutte commune. Le monde extérieur s'effaça. Il n'y avait plus que cet instant, cette connexion, cette certitude, que peu importaient les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble. Mais la tempête n'attendrait pas. 3 jours plus tard, alors qu'Édouard se rendait à un rendez-vous avec son avocat, il fut agressé dans une ruelle sombre du quartier latin. 3 hommes masqués le rouèrent de coups, le laissant inconscient dans le caniveau. Quand on le retrouva, il avait 3 côtes cassées, un œil tuméfié et de multiples contusions. Amélie reçut la nouvelle comme un coup de poignard en plein cœur. Elle se précipita à l'hôpital où on l'avait transporté, força le passage malgré les protestations du personnel. Quand elle le vit, allongé dans ce lit blanc, le visage tuméfié, quelque chose se brisa en elle, et quelque chose de plus dur, de plus implacable se forma. «
Qui a fait cela? Demanda-t-elle d'une voix glaciale quand Édouard reprit conscience. Valmont, murmura-t-il avec difficulté. Qui d'autre? Il va payer. Je vous le jure, il va payer pour chaque coup qu'il vous a fait porter. Édouard tenta de sourire, grimaçant de douleur. Ma douce Amélie, devenue une lionne féroce. Pour vous protéger, je deviendrai bien pire qu'une lionne. Elle resta à son chevet, jour et nuit, ne le quittant que pour les soins essentiels. Et pendant qu'il se remettait lentement, elle réfléchissait. Elle, qui n'avait jamais compris grand-chose à la finance, elle étudiait maintenant les notes d'Édouard, ses stratégies, ses plans. Elle apprenait, elle se préparait, parce qu'elle avait compris une chose essentielle. Tant que Valmont conserverait son pouvoir, tant qu'il dominerait la bourse de Paris, aucun d'eux ne serait jamais en sécurité. Il fallait le détruire complètement, l'anéantir. Et pour cela, il faudrait frapper un grand coup, un coup dont il ne se relèverait pas. Quand Édouard fut suffisamment rétabli pour quitter l'hôpital, Amélie lui présenta un plan qu'elle avait élaboré avec l'aide discrète de Maître Beaufort. Vous voulez organiser une attaque massive et coordonnée contre toutes les entreprises contrôlées par Valmont? Édouard la regarda avec incrédulité. Amélie, c'est d'une audace folle. C'est exactement ce qu'il faut, répliqua-t-elle. Vous avez dit vous-même qu'il fallait frapper au moment précis. Ce moment est venu. Il pense vous avoir mis hors jeu avec cette agression. Il se croit en sécurité. Prouvons-lui qu'il a tort. Édouard étudia les documents qu'elle avait préparés. Son analyse était étonnamment précise. Elle avait identifié les 3 piliers de l'empire de Valmont, la Compagnie maritime du Levant, les aciéries de Lorraine et la Banque commerciale de France. Si ces 3 entreprises vacillaient simultanément, tout l'édifice s'effondrerait. C'est brillant, admit-il finalement, mais cela nécessiterait des ressources considérables, plus que ce que nous avons actuellement. Alors trouvons des alliés, dit Amélie. Valmont a fait beaucoup d'ennemis au fil des ans, des hommes qu'il a ruinés, humiliés, trahis. S'ils apprennent qu'une offensive sérieuse se prépare contre lui, certains voudront se joindre à nous. C'était risqué. Révéler leur plan signifiait faire confiance à des gens qui pourraient les trahir. Mais le temps des demi-mesures était révolu. Édouard et Amélie passèrent les semaines suivantes à rencontrer discrètement d'anciens associés de Valmont, des investisseurs lésés, des hommes d'affaires qui avaient des comptes à régler. Certains refusèrent, trop effrayés par la puissance de leur ennemi. Mais d'autres acceptèrent, attirés par la perspective d'une vengeance tant attendue. Un consortium se forma dans l'ombre. 12 investisseurs, chacun apportant une partie des fonds nécessaires. Ensemble, ils disposaient maintenant d'un trésor de guerre suffisant pour ébranler l'empire de Valmont. Le plan était simple dans sa conception, complexe dans son exécution. Ils allaient simultanément vendre à découvert les actions des 3 entreprises clés, tout en lançant une campagne de presse révélant les malversations de Valmont dans chacune d'elles. L'effet combiné provoquerait une panique boursière ciblée, un effondrement contrôlé des cours. « C'est pour demain », annonça Édouard un soir d'octobre, alors que les premières feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues de Montmartre. Demain, tout se joue. Amélie prit son visage entre ses mains. Les ecchymoses avaient presque disparu, mais des cicatrices invisibles demeuraient. « Promettez-moi que quoi qu'il arrive, vous survivrez à cette nuit. Promettez-le-moi. »« Je vous le promets, » dit-il en couvrant ses mains des siennes, « parce que j'ai enfin quelque chose pour quoi vivre, quelqu'un pour qui vivre. » Ils passèrent cette dernière nuit ensemble, blottis l'un contre l'autre, trouvant dans la chaleur de leur étreinte la force d'affronter l'aube qui viendrait. Une aube qui verrait soit leur triomphe absolu, soit leur destruction définitive. Il n'y aurait pas de demi-mesure, pas de compromis, c'était tout ou rien. Et tandis que Paris dormait, inconscient du séisme qui se préparait, 2 cœurs battaient à l'unisson dans un modeste atelier de la rue Le Pic, 2 cœurs prêts à tout risquer pour que justice soit faite. La bataille finale approchait.
L'aube du 23 octobre 1898 se leva sur Paris dans une brume spectrale. Édouard n'avait pas dormi. Debout devant la fenêtre de l'atelier, il regardait la ville s'éveiller lentement, ignorante du cataclysme qui allait frapper la bourse dans quelques heures. Amélie l'avait rejoint, enveloppée dans un châle de laine. Elle glissa sa main dans la sienne. « Vous êtes prêts ?»« Plus que jamais, » répondit-il. « Nos alliés sont en position. Les journaux publieront les révélations à midi précis. Les ordres de vente sont prêts à être exécutés. Tout est synchronisé comme une horloge. Et Valmont, sait-il quelque chose? S'il sait, il est trop tard pour qu'il réagisse efficacement. » Un sourire dur étira les lèvres d'Édouard. Dans 6 heures, son empire commencera à s'effondrer. Et cette fois, personne ne sera là pour le sauver. Ils prirent un petit déjeuner léger, incapable de vraiment manger tant la tension était palpable. Puis Édouard enfila son meilleur costume, celui qu'Amélie avait fait confectionner sur mesure pour lui. Il ressemblait à nouveau au magnate qu'il avait été, élégant, sûr de lui, imposant. « Vous êtes magnifique », murmura Amélie. « C'est vous qui m'avez redonné vie », répliqua-t-il en l'embrassant tendrement. « Tout ce que je suis redevenu, je le dois à votre foi en moi. Revenez-moi en un seul morceau, dit-elle, s'accrochant à lui une dernière fois. Et revenez-moi victorieux. Je reviendrai et je ramènerai sa tête sur un plateau. » Édouard partit vers 9 heures, se dirigeant vers le palais Brongniart où trônait la Bourse de Paris. Amélie, incapable de rester inactive, se rendit à l'atelier secondaire pour superviser le travail. Mais son esprit était ailleurs, suivant mentalement chaque étape du plan qu'ils avaient si soigneusement élaboré. À la Bourse, Édouard retrouva ses alliés dans une salle privée qu'ils avaient louée. 12 hommes au visage tendu, conscients de l'énormité de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Maître Beaufort était également présent, veillant à ce que tout reste dans les limites strictes de la légalité. « Messieurs, » dit Édouard en prenant la parole, « nous avons tous été lésés par Augustin de Valmont. Il nous a volés, humiliés, ruinés. Aujourd'hui, justice sera faite, non pas par la violence, non pas par la vengeance brutale, mais par l'arme qu'il a lui-même toujours utilisée, le marché. » Un murmure d'approbation parcourut l'Assemblée. Dans 2 heures, les journaux révéleront ces malversations. À ce moment précis, nous lancerons nos ordres de vente. L'effet sera dévastateur. Êtes-vous tous prêts? Tous hochèrent la tête. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. À midi sonnant, les presses se mirent en marche. Le Figaro, Le Temps, Le Matin, tous les grands quotidiens parisiens publièrent simultanément des articles détaillés sur les fraudes d'Augustin de Valmont. Faux rapports financiers, détournement de fonds, manipulation de cours. Chaque crime était documenté, prouvé par des pièces irréfutables. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En moins d'1 heure, tout Paris financier était au courant. La panique commença à se propager dans la salle des marchés, et c'est à ce moment précis qu'Édouard et ses alliés frappèrent. Les ordres de vente massifs s'abattirent sur les 3 entreprises clés de Valmont comme un tsunami. Les cours plongèrent vertigineusement. Les actions de la compagnie maritime du Levant perdirent 50% de leur valeur en 30 minutes. Les aciéries de Lorraine s'effondrèrent de 40%. La Banque commerciale de France vacilla dangereusement. Les courtiers hurlaient, couraient dans tous les sens, tentaient désespérément de contenir l'hémorragie. Mais c'était impossible. La marée était trop forte, trop massive. Augustin de Valmont arriva à la Bourse vers 13 heures, le visage décomposé. Il comprit immédiatement ce qui se passait. Ses yeux balayèrent la salle des marchés en folie, puis se fixèrent sur Édouard, debout près d'une colonne, observant le chaos avec un calme glacial. Leurs regards se croisèrent. Dans celui de Valmont, Édouard lut l'incrédulité, la rage, et pour la première fois, la peur. Valmont se fraya un chemin jusqu'à lui, bousculant plusieurs courtiers au passage. « Vous !» cracha-t-il. « C'est vous qui avez orchestré cela !»« Moi et quelques amis, » répondit calmement Édouard. « Des gens que vous avez ruinés,
Crahis. Ils voulaient simplement récupérer ce qui leur appartenait. Je vais vous détruire, je vais vous. Vous n'allez rien faire du tout, l'interrompit Édouard. Regardez autour de vous. Votre empire s'effondre. Vos actions ne valent plus rien. Vos créanciers vont se jeter sur vous comme des loups affamés. Dans 48 heures, vous serez exactement là où j'étais il y a 1 an, dans le caniveau. Valmont devint livide. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. C'est déjà fait. Édouard se pencha légèrement vers lui. Mais contrairement à vous, je ne suis pas un monstre. Je vais vous laisser une chance, une seule. Vous avez détourné des millions de francs que vous avez cachés à l'étranger. Restituez-les. Rendez cet argent à ceux que vous avez volés. Faites cela, et je ferai arrêter l'hémorragie. Je convaincrai mes alliés de ne pas poursuivre. Jamais, hurla Valmont. Cet argent est à moi, je l'ai gagné. Vous l'avez volé, corrigea froidement Édouard. Et maintenant, vous avez le choix. Soit vous le restituez, et vous conservez au moins une parcelle de dignité, soit vous perdez tout, y compris votre liberté. Parce que les autorités sont déjà en train d'examiner les preuves que nous leur avons fournies. Elles ne tarderont pas à lancer un mandat d'arrêt. Pour la première fois de sa vie, Augustin de Valmont comprit qu'il avait perdu. Totalement, définitivement perdu. L'homme qu'il avait détruit s'était relevé plus fort, plus intelligent, plus déterminé. Et maintenant, c'était lui qui se tenait au bord du gouffre. « Vous avez jusqu'à demain midi », dit Édouard en se détournant. « Après cela, l'offre sera retirée et vous affronterez seul les conséquences de vos actes. » Il quitta la bourse sans un regard en arrière, laissant Valmont au milieu du chaos qu'il avait lui-même créé par des années de cupidité et de malhonnêteté. Dehors, le soleil brillait sur Paris. Édouard inspira profondément l'air frais d'automne, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Ce n'était pas encore tout à fait terminé, mais la victoire était proche, si proche qu'il pouvait la goûter. Il courut presque jusqu'à l'atelier de la rue Le Pic. Quand il franchit le seuil, Amélie se retourna, le visage anxieux, interrogateur. « Alors ? Nous avons gagné, dit-il simplement. » Elle poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. Ils tournoyèrent ensemble dans l'atelier, riant, pleurant, libérés enfin du cauchemar qui avait empoisonné leur existence pendant si longtemps. « Racontez-moi tout », exigea-t-elle en le tirant vers le fauteuil. « Je veux chaque détail. » Et il raconta le chaos de la bourse, l'effondrement des cours, le visage décomposé de Valmont, l'ultimatum qu'il lui avait lancé. « Pensez-vous qu'il acceptera de restituer l'argent » demanda Amélie. « Son orgueil lui dictera de refuser, » dit Édouard. « Mais sa survie lui dictera d'accepter. Nous verrons quel instinct sera le plus fort. » La nuit tomba sur Paris. Édouard et Amélie restèrent éveillés, parlant de l'avenir, imaginant ce qu'ils feraient maintenant que la menace de Valmont était neutralisée. Ils évoquèrent l'expansion des ateliers, peut-être même l'ouverture d'une boutique sur les grands boulevards. Édouard parla de créer une société d'investissement éthique qui aiderait les entrepreneurs honnêtes plutôt que les spéculateurs sans scrupules. « Et nous ?» demanda doucement Amélie. « Qu'est-ce que nous devenons dans tout cela ?» Édouard prit sa main et s'agenouilla devant elle. « Amélie Fournier, vous avez été mon salut quand je n'étais plus rien. Vous m'avez offert bien plus qu'un toit. Vous m'avez offert une raison de me battre, une raison de vivre. Je ne possède peut-être pas encore la fortune que j'avais autrefois, mais je possède quelque chose de bien plus précieux. Votre amour, accepteriez-vous de devenir mon épouse ?» Les larmes coulaient sur les joues d'Amélie. « Oui, » murmura-t-elle, « 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent, tandis que les cloches de Montmartre sonnaient minuit, marquant le début d'un nouveau jour, d'une nouvelle vie. Le lendemain matin, un messager apporta une enveloppe. Édouard l'ouvrit avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre brève, écrite d'une main tremblante. « J'accepte vos conditions. Les fonds seront restitués. A.V. » Édouard ferma les yeux, submergé par un mélange de soulagement et de triomphe. « C'est terminé, » dit-il à Amélie. « Vraiment terminé. » Fidèle à sa parole, Valmont restitua les millions qu'il avait détournés.
Les victimes de son escroquerie furent indemnisées. Lui-même quitta Paris quelques semaines plus tard, ruiné, brisé, disparaissant dans l'obscurité d'où il n'aurait jamais dû sortir. Les journaux célébrèrent Édouard Moncler comme un héros de la justice financière. Sa réputation fut non seulement restaurée, mais grandie. Les offres d'affaires affluèrent de toutes parts. Mais Édouard resta fidèle à ses principes, choisissant soigneusement ses partenaires, privilégiant l'honnêteté sur le profit rapide. Et chaque soir, il rentrait dans l'atelier de la rue Le Pic, où Amélie l'attendait, son refuge, son ancre, son amour. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes. 10 ans plus tard, le soleil de juin inondait le jardin de l'hôtel particulier de l'avenue Montaigne. Pas le même qu'Édouard avait perdu autrefois, mais un autre, plus beau encore, qu'il avait acheté avec l'argent gagné honnêtement. Amélie, vêtue d'une robe de soie bleu ciel, regardait leurs 2 enfants jouer sur la pelouse. Mathilde, 8 ans, aux cheveux châtains de son père et aux yeux vifs de sa mère. Louis, 5 ans, espiègle et débordant d'énergie. « Tu rêvasses encore ?» demanda Édouard en s'asseyant à côté d'elle sur le banc de pierre. « Je repense à notre première rencontre », avoua-t-elle en souriant. Un homme trempé frappant à ma porte un soir de novembre. « J'aurais pu ne pas ouvrir, mais vous avez ouvert, dit-il en prenant sa main. Et vous avez changé ma vie. Nous avons changé nos vies mutuellement, corrigea-t-elle. L'atelier de la rue Le Pic existait toujours. Amélie avait refusé de le vendre, même après leur mariage, même après leur enrichissement. Il était géré maintenant par Marie, l'ancienne apprentie devenue une modiste accomplie. C'était un symbole, un rappel de leurs origines, de leur histoire. Édouard, lui, dirigeait la société d'investissement Fournier-Moncler, une entreprise qui finançait des projets innovants et aidait les entrepreneurs méritants à se développer. Il était respecté dans tout Paris, non seulement pour son génie financier, mais aussi pour son intégrité. « Maman, papa !» appela Mathilde en courant vers eux. « Louis dit qu'il veut être banquier comme papa quand il sera grand. »« Et toi, ma chérie ?» demanda Amélie. « Que veux-tu faire ?»« Modiste comme toi, » répondit fièrement la fillette, « pour créer de belles choses. » Édouard et Amélie échangèrent un regard attendri. Leurs enfants grandissaient dans l'opulence, mais ils leur enseignaient les valeurs qui comptaient vraiment, la compassion, l'honnêteté, la persévérance. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Édouard et Amélie restèrent sur la terrasse, contemplant Paris qui scintillait dans la nuit. « As-tu des regrets ?» demanda-t-elle. « Aucun, » répondit-il fermement. « Ma chute m'a mené vers toi, et tout l'or du monde ne vaut pas ce que nous avons construit ensemble. Que crois-tu qu'il soit devenu, Valmont ? Je ne sais pas, et je m'en moque. » Édouard enlaça sa femme. « Il appartient au passé. Nous appartenons à l'avenir. » Quelque part dans la nuit parisienne, les cloches de Montmartre sonnaient l'heure, les mêmes cloches qui avaient accompagné leur première rencontre, leurs premières épreuves, leurs premiers triomphes, 2 âmes qui s'étaient trouvées dans l'adversité, 2 cœurs qui avaient bâti un empire sur les fondations de la confiance et de l'amour, une histoire de rédemption, de revanche, mais surtout une histoire d'espoir, car parfois les catastrophes nous mènent exactement là où nous devions toujours être. Et parfois, ouvrir une porte à un inconnu un soir de pluie peut changer 2 destins pour l'éternité. Cette histoire nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans les relations humaines authentiques. Amélie n'a pas ouvert sa porte à un magnate, elle a ouvert sa porte à un être humain en détresse. Et ce geste simple, motivé par la compassion et le souvenir d'une bonté reçue autrefois, a déclenché une transformation extraordinaire. Édouard n'a pas seulement reconquis la Bourse de Paris, il a reconquis son humanité, sa dignité, son âme. Ensemble, ils ont prouvé que l'intégrité et la persévérance triomphent toujours de la corruption, que l'amour authentique est plus fort que toutes les intrigues. Dans un monde obsédé par la réussite matérielle, leur histoire nous enseigne que notre plus grande victoire consiste à rester fidèle à nos valeurs, même quand tout semble perdu,
car c'est dans nos moments les plus sombres que nous révélons notre véritable caractère, et c'est dans nos choix quotidiens de bonté que nous bâtissons l'avenir que nous méritons. Avez-vous aimé cette histoire d'amour et de rédemption dans le Paris de la Belle Époque? Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus touché, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir une autre histoire passionnante.